Bonjour, Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire. Bonjour Centric, ça va bonjour bien? Fabrice, bonjour à tous et à toutes. Je vais très bien, je vais très bien. Eh ben, c'est parfait. On va passer une petite heure ensemble pour peut-être avez-vous entendu beaucoup parler de la Factor X et puis on va essayer d'avancer un petit peu sur le sujet, de voir comment vous pouvez vous y préparer. On est à 400 jours à peu près, un peu moins de 400 jours de la première échéance. Donc, on va essayer d'aborder des thèmes un peu concrets. Vous recevrez bien entendu le support dès la fin de la présentation. Je pense dans le week-end d'ailleurs. Et puis n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Vous ne pourrez pas qu'on a toutes les réponses via l'onglet dédié à cet usage. Si quelqu'un pouvait nous dire qu'il n'y a pas de problème de son, si que tout fonctionne, ça rassurerait Cyntric et moi-même. Donc, l'agenda de cette fin de matinée. Cyntric va vous présenter Numi et puis on va parler concrètement des flux, des échéances, des types de flux assez rapidement parce que ce webinaire fait suite à une présentation beaucoup plus complète de la réforme. Et puis après, on va vous suggérer comment peut-être prendre à bras le corps ce sujet sans trop finalement vous affoler non plus. Je te laisse présenter cette nouvelle entité, Numi. Oui, tout à fait. Donc, bonjour, donc moi je me présente Centric Montpassy, donc je suis ingénieur commercial chez Numi. Du coup, par rapport à l'entreprise, donc Numi en fait est une nouvelle entité qui a été créée incessamment il y a quelques mois de cela, à peu près 2 mois. Et donc, du coup, en fait, nous sommes éditeurs de solutions de dématérialisation. Donc, en fait, nous commercialisons des solutions de digitalisation pour les entreprises désireuses de passer le cap du numérique. Donc, NI est également le regroupement de plusieurs marques, donc EDDoc, donc qui va être toute la partie dématérialisation, donc des factures fournisseurs, clients. On a également des modules RH tels que les bulletins de salaire, la gestion des notes de frais et des congés. Et vous avez une autre partie, donc MView, c'est sur l'affichage dynamique, donc c'est de la communication relayée sur des écrans. Et pour terminer, une autre partie sur une partie web, on va dire, il s'agit donc de Osange. Et donc, à travers une offre globale, excusez-moi, notre but est de vous accompagner à passer le cap du digital en répondant, entre autres, aux enjeux de la réforme FactureX. Voilà pour moi, Fabrice. Eh ben, on va aller dans le vif du sujet. On va faire juste un rappel sur cette réforme. Mhm. Si vous aviez des questions, n'hésitez pas à les poser. Alors, on va retenir, on fait un rappel des échéances que vous connaissez probablement. C'est un calendrier avec, je vais dire, trois étapes, mais il y a une date qu'il faut surtout que vous reteniez. Euh, c'est le 1er juillet 2024. Alors, pourquoi faut que vous le reteniez? Parce que cette date concerne tout. On met toutes les entreprises, mais si on voulait être plus précis, tous les assujettis à la TVA, même ceux qui sont exonérés par la même occasion, devront au 1er juillet avoir déclaré une plateforme. On verra un peu plus tard peut-être ce qu'est une plateforme. Ce sera soit le portail public de facturation, soit un partenaire de type DEDOC, pour être en capacité de recevoir l'ensemble de ces factures fournisseurs. Ensuite, en fonction de votre taille, vous aurez une obligation d'émission de vos factures vers les assujettis et les non-assujettis, on verra, il y a un cas particulier, soit au 1er janvier 2025, soit une date, j'allais dire limite, qui est le 1er janvier 2026. Je dis limite parce que autant éviter cette date, il pourrait y avoir des embouteillages à ce moment-là. Donc voilà pour les échéances qui sont connues depuis assez longtemps et sur lesquelles vous pouvez vous positionner. On vous a mis deux grands types de flux et pour que vous compreniez un peu le travail que la suite, j'allais dire, du webinaire, vous allez avoir deux types de flux à gérer. Les premiers qu'on appelle des flux d'invoicing, qui sont des flux de facturation
et qui sont du temps réel. Alors, ça concerne globalement vos factures vers des assujettis, les factures vers la sphère publique, le B2G. Je rappelle aussi que depuis le 1er janvier 2022, les factures d'acompte sont fiscalisables, donc elles font partie de ces flux-là sur les acomptes sur les biens. Et puis, par effet miroir, vous avez vos factures d'achat. Et puis, vous avez un deuxième type de flux qui avait été un peu occulté au départ, mais qui sont finalement les plus nombreux, tout du moins en variété. C'est vos ventes aux particuliers, c'est les ventes pour des clients hors de France, toutes les ventes intracommunautaires. Ce sont les ventes à l'étranger à des clients particuliers, les livraisons et intracommunautaires et exportation de biens exonérés, et puis les ventes à distance. Voilà. Donc en fait, pour faire clair, c'est tout ce qui n'est pas invoicing et reporting. Alors comment dans l'ensemble de vos flux, qui constituent in fine la comptabilité de votre entreprise, comment distinguer ce qui sera en invoicing et en e-reporting? Il y a une règle qui fonctionne pas trop mal, c'est de dire que dès lors qu'il y a plus d'un assujetti à la transaction, ou on va dire à l'opération, si on regardait l'orthodoxie fiscale, c'est un flux d'invoicing. Vous êtes entreprise, vous êtes donc assujetti, ou éventuellement une association assujettie, ou un micro-entrepreneur d'ailleurs. Vous facturez un autre assujetti, vous devrez le faire sous le format e-invoicing. Par contre, si vous facturez un particulier, vous le ferez sous format d'e-reporting. La différence, juste, c'est que c'est du temps réel sur l'invoicing. L'orthodoxie fiscale est normalement de facturer dès lors que le bien est livré ou que la prestation a été effectuée. Ce sera renforcé avec la réforme. Donc c'est du temps réel, alors que l'e-reporting, j'ai mis périodicité à définir. Il semblerait qu'on s'arrête définitivement sur une période de la décade pour transmettre à l'administration fiscale une agrégation de vos ventes, par exemple à des particuliers, ou de vos ventes intracommunautaires, vos livraisons intracommunautaires. J'ai essayé de vous résumer ça en la réforme en 5-6 minutes, de façon à ce qu'on puisse voir comment l'ensemble de ces points peuvent être faits. Je pense que sur demande, on pourrait vous envoyer les webinaires qui sont un peu longs et un peu arides par la même occasion sur l'ensemble de la réforme. Je pense, Cintrix, si tu pouvais peut-être couper ton micro parce qu'on entend beaucoup Julie derrière, s'il te plaît, et ça peut. Oui, j'ai coupé, désolé. Je te remercie. Mais n'hésite pas à réintervenir dès que tu veux. Alors nous, ce qu'on suggère, mais c'est une suggestion, c'est de dire, c'est un projet qui est transversal, qui va pas révolutionner, mais qui va quand même fortement changer les habitudes, les structurer, et ça va concerner un peu tous les postes de l'entreprise, tous les rôles de l'entreprise. Sans doute, vous allez vous reconnaître alors Centrix se reconnaît à l'ADV, et par exemple, on va faire un point là, sur les ADV. Peut-être que vous avez plusieurs casquettes aujourd'hui, mais sachez que ça va à minimum, j'allais dire, impacter tous ces services-là. Donc, il faut constituer une équipe. Alors, on a mis équipe projet, mais c'est une équipe de réflexion. C'est vraiment se sensibiliser rapidement au travail que l'on va devoir, que chaque assujetti ou chaque entreprise va devoir faire. Essayez de vous positionner sur le calendrier d'émission. On a dit obligation d'être en capacité de recevoir pour tout le monde au 1er juillet 2024. Si vous êtes prêt à émettre au 1er juillet 2024, surtout ne vous gênez pas. Il n'y a aucune démarche particulière à faire vis-à-vis de vos tiers et notamment de vos clients. Et puisque vous n'avez pas besoin de connaître leur adresse mail, dès lors qu'ils ont un sirène et un intra
communautaire, ils ne peuvent pas refuser votre facture et vous avez juste besoin de connaître ça. Et d'ailleurs, ça fait partie, ces deux données font partie des données obligatoires dans la réforme. Donc, fixez-vous un calendrier, évitez, on l'a dit, le 1er janvier 2026. Mais je pense que début 2025, pour pas mal d'entreprises, de PME, ça peut, en fonction de la maturité numérique, être un objectif réalisable. Dans cet objectif de calendrier, il y a aussi un objectif, qu'est-ce que je veux faire de la réforme? Est-ce que c'est une opportunité pour moi parce que pour la première fois, le papier et, et les données numériques vont chanter ensemble. Le Jusqu'à maintenant, pour extraire de la donnée dans du papier, c'était complexe, c'était pas forcément sûr. Désormais, c'est structuré, c'est pour tout le monde pareil, et les machines peuvent le lire. Donc, c'est se dire peut-être que des choses que je pouvais pas faire, ou qui s'avéraient complexes à mettre en œuvre, type des validations de factures d'achat, des validations internes, des gestions de litiges et tout ça, c'est peut-être l'opportunité pour automatiser ces processus. Faites un inventaire. Inventaire, on verra, c'est l'inventaire de vos flux ou de vos opérations. On va un peu le détailler. Des points réguliers plutôt que parce que surtout au début, assurez-vous aussi que tous les gens qui participent aient pris conscience des enjeux de la réforme. Et puis après, une fois que vous aurez fait tout ça, vous déroulerez tranquillement. Ne partez pas avec des préjugés. Est-ce que je dois utiliser tel ou tel opérateur ou telle plateforme? Regardez où vous en êtes et il sera bien temps de faire le choix après, plutôt en fonction de vos besoins. Pour information, il y a aujourd'hui aucune plateforme de dématérialisation partenaire qui est immatriculée. Les immatriculations seront avancées au troisième trimestre, quatrième trimestre 2023. Et puis nous aurons la vraie immatriculation tout début 2024. Donc pour l'instant, concentrez-vous sur votre partie besoin et votre partie flou. Donc c'est moi qui vais faire la comptabilité et la fiscalité. Je suis désolé, mais c'est pas une passion non plus. On l'a dit, cartographier vos opérations. Est-ce que je fais que du client professionnel en France? Quel cas, ça va être quand même finalement relativement simple. Est-ce que j'ai du mix? Vous faites forcément des achats intraco, même si vous en faites un peu, vous avez oublié que vous en faites, mais quand vous commandez sur une plateforme, il n'est pas rare que la facture soit une facture intracommunautaire. Cette facture-là, même si elle n'a pas d'impact sur le flux financier de la TVA, a un impact d'autoliquidation normalement. Donc, cartographiez bien et puis c'est le moment, là, en ce moment, vous allez recevoir des factures, c'est de vous dire, avec la réforme, qu'est-ce que je ferai de ce flux-là? Comment je vais le traiter? Est-ce que ça va être un flux d'invoicing ou d'e-reporting? Comment ça va être traité? Et puis, vous nous poserez des questions au fil de l'eau et on essaiera d'y répondre. Je vous l'ai dit aussi, les documents que vous allez recevoir, et notamment les documents structurés qui sont l'invoicing, mais par extension de langage, on dit la facture X, parce qu'il semblerait que ce soit quand même le format que la majorité de PME ont tout intérêt à adopter, vu que c'est plus standard et le plus simple à mettre en place, à notre idée. Quand vous allez recevoir une facture de votre fournisseur en invoicing, vous allez avoir tout un tas d'informations qui sont toujours à la même place, qui sont structurées et qui vont permettre de peut-être assurer de la précomptabilisation, de la préventilation, des choses comme ça, puisque vous n'avez plus besoin de la scanner et que les plateformes pourront vous aider à faire ce type de choses. Regardez votre circuit de validation de facture d'achat. Il n'est pas rare qu'en PME, ce soit un circuit assez oral et assez peu structuré. Je dis ça parce que en août 2023, beaucoup d'entre nous seront en congé. Donc, les factures fournisseurs qui vont arriver en 2023 vont attendre septembre 2023 peut-être pour passer en validation et dans leur cycle normal de l'entreprise. Une fois que la réforme sera mise en place, vous aurez quand même une action à faire. Et là, j'allais dire,
qui sera d'accepter ou refuser la facture, elle n'attendra pas. Et il sera bon quand même peut-être d'avoir mis en place un processus pour savoir qui le fait, ou est-ce peut-être que j'ai des commandes d'achat ou des choses comme ça, de façon à rendre fluide ce statut que vous devrez renseigner d'une manière ou d'une autre sur votre plateforme de réception. Si vous acceptez une facture sur votre plateforme, ça ne veut pas dire pour autant que vous êtes complètement d'accord. Ça ne vous empêche pas de déclarer un litige, un avoir. Le cas de refus, la plupart du temps, c'est de dire cette facture ne me concerne en aucun cas. Sachant que les sécurités mises en place sur les plateformes vont normalement devraient éviter, j'allais dire un flux de factures qui ne concerne pas, mais peut y avoir des erreurs d'adressage de la part d'un de vos clients. Typiquement, vous avez des filiales et c'est pas la bonne filiale qui est facturée. Regardez votre gestion des paiements et des encaissements, et notamment pour ceux qui sont à la TVA sur les encaissements, puisque ce statut devra être renseigné de façon à ce que le flux de TVA, que la TVA soit correctement calculée, puisqu'in fine, cette réforme va faire remplir votre CA3, donc à horizon 2026, l'ensemble des flux étant automatiquement dans la machine, la CA3 va pour le coup s'auto-remplir un petit peu comme depuis quelques années déjà, notre déclaration de revenus est pré-remplie avec, dans bien des cas, assez peu d'erreurs finalement. Donc si tout le monde joue le jeu, on va avoir effectivement très rapidement des CA3 j'allais dire, assez généreusement pré-remplis. On a mis aussi, puisque ça va être une des problématiques, vous savez, tout à l'heure, je vous disais, quand il y a 2 assujettis, c'est de l'invoicing, c'est simple, mais parfois il y a 3, voire 4 assujettis sur une facture. La TVA, son fait déclencheur, c'est toujours la livraison, donc le client facturé peut être différent du client livré. Plus vous, ça fait 3. Je peux peut-être mettre ma facture, sceller ma facture à un factor. Je ne cache pas que les banques sont assez impliquées dans la réforme parce que elles y voient une opportunité de sécuriser les factorings notamment. Donc ça en fait un quatrième et puis peut-être que dans certaines activités type BTP, en sous-traitance BTP, il y a les validations des maîtres d'œuvre qui déclenchent les paiements. Donc vérifiez bien cette partie-là parce que ça peut j'allais dire, rendre des informations obligatoires et structurées dans les documents. Puis on a mis aussi la gestion du poste client, que ça va impacter, en espérant que cette réforme ne fera que raccourcir les délais de paiement. On l'a dit, donc ça reprend un peu à catégoriser les flux, inventorier les différents types de flux, le client facturé, client payeur. Ça reviendra pour, j'allais dire à peu près toutes les parties dans l'entreprise qui sont impactées par la réforme. La, comment dire, j'essaie de le souligner. Oula, j'ai voulu me lancer sans clic dans un dessin. Assurez-vous de la complétude des informations de vos bases clients et en général de vos bases tout court. On nous pose depuis quelques temps, est-ce qu'il y a des bonnes solutions pour le faire? Il y aura des bonnes solutions et probablement en ferons-nous partie, mais il n'y aura pas de bonne mise en place s'il n'y a pas de bonnes données. En clair, il y a aujourd'hui 26 données, 26 blocs de données obligatoires pour faire correctement une facture électronique, une facture X. Sachez qu'il y en a quand même 24 qui sont, ou 23 qui le sont déjà. Mais si je n'ai pas le numéro d'un traco dans ma fiche client, donc in fine dans la facture client, je ne pourrai pas la distribuer automatiquement. Elle passera en erreur sur les plateformes. Si je n'ai pas la catégorie du client, par exemple un client B2C, après il y a des règles. Hein. Si je sais que tous mes clients qui n'ont pas d'intracom et pas de numéro de SIRET, c'est du B2C, je vais les mettre en e-reporting. Mais pour que ce soit automatique, il faut vraiment des bases clients le mieux renseignés possible, de façon à faire des documents le plus proche possible de l'orthodoxie fiscale. Un autre point,
Euh, on parle facture, ça nous obsède, et puis on oublie qu'aujourd'hui, quand j'envoie une facture, j'envoie peut-être un BL, j'envoie peut-être un certificat de conformité avec la facture. Enfin, je me sers aussi de l'envoi de ma facture pour envoyer un certain nombre d'autres documents, que ce soit en mail ou que ce soit en papier. Euh, la plateforme publique pour le moins, et les plateformes partenaires ou les OD, elles, devraient assurer ce service, mais elle ne s'attend pas à recevoir ce type de document. Non seulement elle s'y attend pas, mais elle en veut pas. Donc ça veut dire qu'il faut que j'imagine aussi pouvoir de façon pratique transférer les documents que j'avais l'habitude de transférer avec ma facture. Il y a une fausse bonne idée qu'on nous suggère souvent, c'est de dire bah, je continuerai à envoyer aussi en doublon la facture qui est passée par le portail. Oui, à condition qu'elle ait été validée avant par les portails, parce que pour le coup, si techniquement elle n'est pas bonne, il faudra la refaire et ça peut poser un certain nombre de soucis. Donc, voilà, essayez d'éviter ce type de choses. On fait un focus aussi sur les achats pour une raison, c'est que je disais tout à l'heure, hein, il va falloir valider euh, ces factures, si je les accepte ou pas. Donc, autant avoir un process de contrôle et de validation le plus simple possible, hein. Imaginez que je le dis, je suis pas sûr que je le ferai, mais dire je valide automatiquement toutes les factures de plus de 50 euros ou de plus de 1000 euros. Je suis pas sûr que ce soit la bonne idée. Ou par contre, peut-être plus malin, j'accepte automatiquement les factures de mon prestataire téléphonique type Orange parce que de toute manière, elle est prélevée. Euh, voilà. Mais vous pouvez imaginer un certain nombre de règles qui permettent de favoriser, de fluidifier les process d'achat. Euh, il y a quelques jours, on animait ce type de webinaire et une entreprise nous faisait part, nous disait on a un acheteur au SAV qui fait beaucoup de commandes sur Internet parce que il arrive à trouver des pièces plus facilement et tout ça, et ils ont un flux de factures d'un gros vendeur Internet. Elles leur arrivent, elles sont payées puisque de toute manière ils payent à la commande. Donc aujourd'hui, ils ont du mal à les affecter, ils passent beaucoup plus de temps, ils savent pas sur notamment quelle ventilation analytique, éventuellement, ils doivent répartir cette facture-là de pièces détachées, et ça leur pose d'énormes problèmes. Il est sans doute plus facile de qualifier dès la commande, j'allais dire le, ces aspects-là, que courir derrière au moment de la comptabilisation. C'est-à-dire que peut-être que ce qui serait fait en 2 minutes dès l'achat vous économisera 1 heure en comptabilité quand tout arrive. Donc c'est dans les achats et contrôles de gestion, c'est important peut-être de structurer un peu ces achats de façon à pas tomber sur des choses surprises. D'autant plus que une commande sur Internet, ça peut être une livraison, un achat intracommunautaire, ça peut être français, il est important de savoir qui, in fine, va émettre la facture. Est-ce que c'est un assujetti français, un européen ou carrément une importation? C'est un petit peu différent puisque les vraies importations sont gérées par les douanes anciennement sur la DEVA et qui devraient faire les déclarations. Donc, pareil, au niveau des achats, identifiez si vous avez aussi besoin de documents, parce que vous pourriez demander à vos fournisseurs de vous fournir des documents qui sont pas dans la réforme, type la copie de votre commande, des choses comme ça. Valider aussi les conditions de règlement. En clair, revenez aussi sur, et on en revient toujours à commencer à compléter par miroir les informations dont vous avez besoin sur votre fournisseur. Est-ce qu'il y a des questions, Saint-Pric? Il me semble que je n'en vois pas. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Non, il n'y en a pas. Ah, j'espère qu'on va en avoir aujourd'hui. N'hésitez pas. Ça va arriver à la fin, comme d'habitude.
Un autre, un autre point de vigilance qui est interne ou externe, euh, et j'allais dire, faites-le assez rapidement. On parlait d'inventaire, on a parlé de l'inventaire des flux. Faites l'inventaire de ce qu'on pourrait appeler votre patrimoine informatique, ou du moins de votre patrimoine d'informatique de gestion. Ça impacte en émission, euh, j'allais dire de façon substantielle votre logiciel de facturation ou votre ERP. Euh, une, on va dire, une précaution indispensable à prendre, et ce, quelle que soit votre solution, c'est prendre voie avec votre fournisseur pour savoir où il en est dans la réforme en termes de maturité sur le sujet. Euh, il est évident qu'à la vue des demandes qui sont faites en termes de données, c'est l'éditeur qui est le plus à même, c'est votre logiciel, votre application qui est le plus à même de construire la facture comme il l'a fait jusqu'à maintenant. Ils le mettent à la norme FactureX. Si c'est le choix que vous faites en termes de format, et d'ailleurs vous pourriez lui demander dans quel format il souhaite vous le fournir, c'est là que la donnée est la plus fiable. Il existera bien entendu des solutions de contournement, mais qui seront toujours, entre guillemets, un pied-aller. Donc, prenez voir rapidement et il faut souhaiter que vous ayez des réponses précises. C'est quand et dans quel format et à partir de quelle version ce sera implémenté. Je m'explique. Aujourd'hui, vous êtes en version 8 chez un éditeur, il vous dit on fera de la facture X, mais c'est en version 12. De 8 à 12, il y a parfois, avoir été dans le métier pendant quelques années, un vrai chantier à faire qui peut se révéler quasiment aussi lourd qu'un changement de logiciel. Ça a des impacts sur le temps, ça a des impacts sur financier. Donc, c'est important sur la partie vente de s'assurer de quand, si oui ou non, est-ce qu'il va fournir le format, et si oui, quand et quel format. Et ça va vous aider aussi vous dans votre calendrier d'émission. Euh, développe une solution qui permettra de pallier, tout du moins sur le démarrage jusqu'en 2026, j'allais dire de pallier à quelques lacunes sur des applicatifs. Au-delà de 2026, il faut toutes les lignes de la facture, ça va être un peu plus compliqué. Donc ça, c'est important pour que vous puissiez, j'allais dire, sur cette partie-là, j'allais dire, pouvoir vous positionner et éventuellement détecter les effets de bord. Je change de version, ça veut dire que même si la mise à jour est compris dans le contrat de maintenance, il y a peut-être de la prestation de migration de données, de nettoyage de données aussi. On a peut-être utilisé des zones, typiquement la zone intracom, à un moment donné, on l'a utilisé pour mettre des adresses mail. Dans la migration, ça va pas le faire. Euh, je, voilà. L'autre effet de bord, c'est peut-être qu'il va falloir que je demande, je vais peut-être avoir des changements d'infrastructure interne parce que mes serveurs sont plus à jour, ou il faut peut-être que je vois avec mon hébergeur parce que la nouvelle version n'a plus du tout les mêmes besoins en termes de capacité d'hébergement. Il peut y avoir des effets de bord qu'on ne détecte pas tout de suite, et donc euh, j'allais dire, il faut s'y prendre assez tôt. En termes aussi, on parlait d'une opportunité, cette réforme, c'est de dire, eh ben, profitons aussi, peut-être que la nouvelle version livrée par l'éditeur ou éventuellement un changement, ou peut-être ce qu'on peut attendre d'une plateforme, c'est des nouveaux usages et en profiter pour moderniser. Vous parlez des process achats qui étaient souvent très compliqués à mettre en œuvre, ils vont énormément simplifier et on va voir fleurir des offres de gestion des achats de plus en plus faciles à mettre en place en PME. C'est peut-être le moment opportun pour faire cette partie-là. Donc, il faut être à l'écoute de ce que les utilisateurs peuvent avoir. Donc voilà pour
la partie technique, informatique, construction de la facture et modernisation un peu de son système. Vous pouvez imaginer plein d'autres points. Ça peut être une opportunité, comme l'a été, par exemple, le passage euro à une époque. Opportunité de modernisation ou de déployer les nouveaux modules. Rapprochez-vous aussi le plus tôt possible parce que de votre expert comptable et de votre commissaire en compte et où hein, euh, lui connaît bien les traitements des flux et de vos flux spécifiques, connaît bien votre comptabilité, si les opérations qui juste avant le bilan, ils repassent correctement dans les bons comptes, indépendamment de votre CA3 d'ailleurs. Et ça, c'est important parce il connaît normalement très bien aussi vos cas de TVA. Euh, donc, il sera forcément de bons conseils et de bon accompagnement. Et puis aussi, quel va être l'impact de la réforme sur vos relations avec lui. On disait, il y a un objectif de pré-remplissage de la CA3. Euh, Ça peut peut-être changer la teneur de mon contrat avec lui. Euh, Est-ce que c'est plus facile de remplir une CA3 ou de la vérifier? L'usage le dira. Je change avec des gens dont les douanes remplissent la partie importation. Semblerait que ce soit pas simple tous les jours de vérifier les données. Donc, n'ayez pas j'allais dire, n'ayez pas de frein à échanger avec votre expert comptable sur cette partie-là, notamment pour identifier vos flux. Mais peut-être qu'au préalable, euh, et j'allais dire, il faut absolument que la direction soit partie prenante, euh, c'est-à-dire au sujet. Alors pourquoi? D'une part parce que, on l'a dit, c'est une réforme qui pourrait être ressentie comme punitive, puisque c'est globalement on se dit c'est encore du travail en plus, mais in fine, c'est pas du travail en plus, et souvent on fait le parallèle avec la DSN. Considérer que c'est un peu la même chose que la DSN en termes fiscal, c'est-à-dire que on fait tout au fil de l'eau, les déclarations se pré-remplissent. Je vais pas jusqu'à prélèvement à la source, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais ça va faciliter le travail, c'est beaucoup plus facile. On prenait tout à l'heure le process d'achat. Si dès la commande, je sais si c'est un intraco ou domestique, mon achat, c'est quand même beaucoup plus simple en termes de gestion. Donc, faut pas que ce soit vendu comme ça. Par contre, c'est une opportunité de modernisation et de rationalisation des processus. Et pour ça, il faut que un certain nombre, il faut que les directions soient impliquées, parce que si je demande aux achats, dans l'exemple que je donnais tout à l'heure, de dire maintenant quand tu passes une commande sur Internet, il faut qu'il y ait un document quelque part en interne pour qu'on puisse valider et savoir rapidement ce qu'il faut faire. Ça va vraiment, pour le coup, pour faire passer ce message-là, ce sera écouté que si ça vient d'en haut. Donc, c'est parce qu'on va modifier l'organisation des processus de travail. Il est évident que la saisie de facture, à horizon 2 janvier 2027, 26, va, si ce n'est disparaître, considérablement baisser. Il va pas rester grand-chose. Il nous restera à pointer, à vérifier, à analyser les données, mais la saisie, c'est quelque chose qui va effectivement s'amenuiser de façon importante. Il faut impliquer la direction parce que la question qu'on nous pose, combien ça coûte? On ne sait pas encore. Puisque, voilà, le marché, c'est un marché nouveau. Puisqu'on sait que ça va être un petit peu chronophage, il y a ce coût-là, le coût humain qui va être important. Le temps que vous passerez à travailler sur ce projet-là, vous aurez aussi à travailler sur votre quotidien. Donc il faut que la direction ait conscience absolument que c'est un vrai sujet d'entreprise. Il en va j'allais dire, de la bonne organisation de l'entreprise, donc in fine de sa compétitivité. Euh,
Donc, et puis, quand elle a toutes les clés en main, c'est probablement elle qui donnera le calendrier dans lequel vous allez vous situer pour l'émission. Euh, quand j'ai moi hier avec des directions et qui se disaient, bah, finalement, pour certaines, elles se disent pas trop loin et elles pensent y passer, j'allais dire, euh, dès le début 2025, parce qu'elles y voient bien des avantages. Alors, probablement, on a bien fait notre boulot, on a bien expliqué, mais dans certains cas, c'est pas forcément très compliqué. Et puis, j'ai mis la direction, mais in fine, il y a les RH, parce qu'il y a forcément peut-être de l'évolution de compétences à prévoir ou à recruter sur ce sujet-là. Bah, on disait, bah, des gens qui aujourd'hui sont à la saisie, il va falloir, j'allais dire, euh, bah, un peu moderniser leur poste de façon à maintenir employables tous ces personnes-là. Donc, il faut effectivement que la direction prenne voie avec les RH pour les entreprises, pour certaines entreprises, de façon à pouvoir continuer à ce que tout le monde travaille correctement. Donc, je crois qu'on a fait le tour de tous les postes. Je suis en train de vérifier si j'en ai pas oublié. C'est intriguant qu'on a fait la fiscalité, les achats. Ah, pourquoi on a sauté l'ADV? Oui. On a dû la masquer, l'ADV. Ben, je vais la faire, je vais voir si c'est le cas, parce que j'avais des points importants à voir avec l'ADV. Je pensais aborder. Je pense que c'est Stéphanie qui nous a fait une petite farce pour l'ADV. Elle nous a fait une petite farce, elle a enlevé la diapo. Euh... Je vais essayer de me le faire comme ça, sans ma diapo. Alors, l'ADV, euh, chose très très importante. Aujourd'hui, quand on s'occupe de la facturation, on a automatisé le process depuis bien des années. J'ai les bases clients, j'ai les bases articles, j'ai des logiciels qui font ça facilement et je me pose pas de questions. Quand on fait un sondage, est-ce que quand je facture, je me préoccupe du lieu de livraison? Ben non, je m'en préoccupe pas bien souvent. Sachez que le lieu de livraison va être une donnée obligatoire. Et c'est important parce que c'est effectivement un fait déclencheur TVA, comme la date de livraison. Euh, Est-ce que mon client est assujetti ou pas? Bah, nous, dans le groupe, aujourd'hui, qu'on facture un assujetti ou une association non assujettie, ça nous pose pas trop de problèmes. C'est le même process de facturation. Or, vous avez bien compris que le non assujetti, ça passera pas par le tuyau invoicing, donc par le tuyau des plateformes, mais il faudra distribuer la facture à un non assujetti par un autre canal. Donc, ça veut dire que, et on en revient comme pour les achats, il faut que les ADV soient formés à la réforme de façon à ce que le plus tôt possible, la facture soit conforme. Une erreur ou une absence dans une donnée, ça va faire des blocages, ça ne passera pas le cap de la sortie, même pas, c'est-à-dire même pas dans le système, ce qui veut dire que votre client, votre destinataire n'aura pas la facture, pas de règlement. Je pense que rapidement, ça peut poser des problèmes. Donc, plus on réglera en amont et on sensibilisera les gens à l'importance d'avoir des factures le plus juste possible dès le départ, plus la relation avec votre client, parce que c'est ce qui nous intéresse le plus, in fine, hein, c'est nos clients, c'est pas forcément l'administration fiscale, sera fluide et rapide. Parce que la mise à disposition de la facture, c'est dès lors qu'elle aura passé le cap technique. Donc, c'est à partir de ce moment-là que tous les délais courent. Dans la mesure où elle aura passé le cap technique, votre client ne pourra pas dire j'ai pas été averti qu'il y avait une facture disponible. Et encore faut-il qu'elle sorte. Et pour qu'elle sorte, il faut que les données soient bonnes. Euh, et si elles sont techniquement bonnes, mais pas commercialement bonnes, plus tôt vous le saurez, plus tôt vous pourrez faire la régularisation. Typiquement, le client payeur est pas le bon ou des choses comme ça. Donc, c'est important que l'administration des ventes sera un maillon essentiel au bon fonctionnement du système. Et là aussi, les gens qui font la facturation connaissent
aussi très bien leurs articles, connaissent bien leurs clients. Il faut les inclure de façon à pouvoir mettre des règles qui, en plus de faire des factures, j'allais dire conformes, permettent vraiment d'aller le plus vite possible sur, euh, sur la facturation. Un petit point important aussi sur la facturation, je vous disais tout à l'heure, l'invoicing, c'est-à-dire tout ce qui va vers des assujettis est en temps réel, euh, sachant que l'administration fiscale demande depuis longtemps à ce que les factures soient faites dès lors que la livraison du bien est faite ou la prestation réalisée. Euh, donc les facturations de fin de mois, sauf, j'allais dire, accord particulier, non pas entre vous et le client, mais avec la profession, on va dire, et l'administration fiscale, faut oublier. Je sais que c'est très compliqué pour certaines sociétés, hein, et beaucoup d'organisations professionnelles se rapprochent de l'administration fiscale pour essayer de trouver un accord, j'allais dire, intelligent sur la mise en place de la facturation en temps réel. Mais prenez-le en compte, les facturations à 100% entre le 29 et le 31, et nous on le voit passer sur nos plateformes où on a des pics parfois où on multiplie les pics par 10 sur le dernier jour du mois, c'est à oublier dans les processus. Donc il faut aussi sensibiliser les ADV dessus. Il faudra facturer. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on ait des process de facturation les plus optimisés, de façon à pas compliquer les choses. Maintenant, il y aura des dérogations, probablement. Voilà, j'étais à Rungis il n'y a pas très longtemps. Il y a des gens qui facturent 5 ou 10 fois le même client dans la journée. Ils ne vont pas faire 10 factures dans la journée. Euh, Certains, pareil, hein, c'est la fausse bonne idée de dire je facture et je mets juste les numéros de bon de commande, de bon de livraison. Ça passera peut-être au départ, ça va pas passer pendant très longtemps. Donc, il faut revoir ce processus-là en fonction de votre typologie de facturation. Voilà. Mais si vous avez déjà pris les bonnes habitudes de facturer au fil de l'eau, vous ne serez pas perturbé. Donc, voilà ce que je voulais rajouter pour les ADV et pour l'administration des ventes. Il y a aussi là des précautions à prendre pour la mise en place de la réforme de la facture. Pour conclure, quelques recommandations. Se tenir régulièrement au courant des évolutions de la réforme. Elle est assez figée, mais il y a quelques points qui sont pas encore totalement définis. Des points techniques, vous embarrassez pas avec la technique pour l'instant. Nos prestataires, nous en occupons, ou essayons de nous en occuper. Mais je vais vous donner, par exemple, la gestion des notes de frais, bien entendu, est fiscalisable. Fait encore, j'allais dire, débat, parce que c'est pas facile de trouver une solution qui ne complique pas cette gestion-là. Et il y a encore quelques points qui sont en suspens sur un certain nombre de règles métiers, mais ça évolue. Donc, se tenir au courant régulièrement. Nous ne manquerons pas, je pense, c'est dès septembre où on va commencer, les choses vont se figer de plus en plus et on attend euh, les spectres de l'AIF, de la DGFIP, notamment, hein, qui vont être remises à jour. On fera un webinaire, j'allais dire, pour tenir au courant de ces évolutions. Bien mettre à plat ces processus. On insiste dessus, mais c'est important. Ou les créer. Voilà. La qualité des données. Et je pense que oui, pour télécharger les données obligatoires, pensez-y. Vous pouvez vous y mettre maintenant. Elles ne seront pas perdues, ces données-là. Assurez-vous que les fiches clients, les fiches fournisseurs par miroir et toutes ces données-là, vous pouvez y travailler dès lundi matin si vous voulez. Euh, Visez des solutions et formats pérennes. Hein. On vous a mis la référence du format
qui serait bon qui vous soit délivré par vos éditeurs. S'ils l'ont pas encore, et c'est fort probable, et c'est pas très très grave, assurez-vous qu'ils sont bien dans le truc, mais c'est un sujet. Et puis anticiper les effets de bord. On a parlé des effets de bord s'il y avait une évolution, une mise à jour logicielle, mais ça peut être des effets de bord aussi sur des compétences, sur des formations, sur une relation avec un fournisseur. Euh, voilà, il peut y avoir quelques points qui globalement sont un peu cachés et sont un peu fantômes. J'espère qu'on vous a pas trop endormi. On n'a pas de questions, Cintric. Je suis euh, presque déçu. Mais bon. Alors, je sais pas si ça répondait à vos attentes. On vous a mis des sources aussi. Vous pourrez cliquer sur les liens quand vous aurez le PDF. Alors, il y en a une, moi, que j'adore bien, c'est celle, je passe à la facture électronique de la DGFiP, et qui est bien pour lancer l'atelier avec des gens que vous allez mettre dans votre équipe ou donner à votre direction. Il y a un dépliant en quatre pages qui sensibilise vraiment sur la chose. Pour ceux qui sont passionnés il y a une foire aux questions aussi. J'ai fait qu'il y a lien les mises à jour environ tous les mois. Vous pourriez y retrouver assez facilement certaines questions un peu pointues euh, qui vont euh, est-ce que je suis dans la réforme parce que je suis dans une activité médicale, par exemple, ou je fais des opérations un peu atypiques. Il y a 300-400 questions. C'est un petit peu aride, donc à déconseiller pour cet été à la plage, mais c'est très très riche. Pour ceux qui font l'international, il y a un tableau des opérations internationales qui, pour le coup, moi je trouve pas super clair, mais on l'a mis. Peut-être que je suis pas très à l'aise avec les opérations internationales. Dès la semaine prochaine, regardez les mentions obligatoires d'une facture et vous retrouvez la liste des données obligatoires aussi en même temps. Et puis, on a essayé de mettre le maximum de liens vers des sites officiels. On recommande aux clients de privilégier ces sites-là, surtout quand c'est fait. Alors n'allez pas lire les décrets de loi ou BOFIP pour l'instant, parce que vous allez avoir mal à la tête, mais privilégier les sites de la DGFIP qui sont bien faits et il y a plusieurs niveaux de compréhension parce peut y avoir des interprétations et des raccourcis qui sont faits parfois un peu rapidement. Ça reste nous notre source de référence. Voilà. Les webinaires sur les enjeux de la réforme, effectivement, il y a un lien aussi, et c'est ce que je vous disais en introduction du webinaire. Si vous ne les avez pas suivis, on explique toute la réforme. Autant dire que c'est un peu long. Et puis on a fait une petite vidéo, qu'est-ce qu'un OD vu selon nous. Je pense qu'on va aussi la moderniser parce que les choses évoluent de ce côté-là. Voilà. Il me reste à vous remercier. Juste un dernier petit mot. De mon côté, au niveau commercial, je reprendrai contact avec vous. Donc à partir de septembre, on va pouvoir commencer à mettre en place des démos par rapport à ce module-là. Donc je vous contacterai pour qu'on puisse déjà positionner ces rendez-vous. Comme ça sera acté et vous pourrez voir en fonctionnement le module FactureX. Voilà. Eh bien, c'est parfait. Je vous souhaite à tous un bon appétit, un bon week-end et à très bientôt toujours sur le même sujet, vraisemblablement, avec toutes les évolutions. Et on reste à votre disposition. N'hésitez pas à poser des questions. Je pense que vous aurez l'adresse de Saint-Pric et du marketing et on essaiera d'y répondre dans la mesure de nos connaissances. On vous souhaite un bon Parfait. week-end. Au Très bon revoir. week-end. Au revoir à tous. Au revoir.